Vous êtes à l'écoute des chroniques syndicales de Radio Libertaire 89.4 et pour nous joindre au téléphone pendant les pauses musicales, c'est le 01 43 71 89 40. Donc nous continuons, on avait vu donc le privé avec PSA, mais c'est pas la joie non plus dans le public, et notamment dans quelque chose quand même qui nous touche de très près, c'est à savoir notre santé. J'ai avec moi Bruno, qui est au secrétariat CHSCT de l'Hôtel-Dieu, David, qui est élu CHSCT, Marc et Aurélie, qui sont deux élus CGT. CHSCT aussi. CHSCT, qui vont nous parler on en avait déjà parlé avec il y a déjà 3 mois, de la fermeture programmée de l'Hôtel-Dieu, ce à quoi vous vous opposez. Alors je dirais, quelles sont les raisons officielles avancées pour fermer l'Hôtel-Dieu? Les raisons officielles pour fermer l'Hôtel-Dieu, c'est plus basé sur un projet social, un projet social justement finance. Voilà. Comme la direction nous expose des fois des tarifs où il n'y a pas de clarification réelle par rapport au coût des travaux de l'Hôtel-Dieu. Et au coût des transferts, justement. Mais c'est un but, comme ils disent si bien, c'est dans le but d'optimiser et améliorer l'offre de soins, pour pouvoir assurer la sécurité des patients. Chose pour nous qui est tout à fait faux, sous le plan syndical, parce qu'on ne peut pas justement fermer un établissement, fermer les établissements de santé, parce que les restructurations se font dans toute la paix. Et plus précisément chez nous, à l'Hôtel-Dieu. Surtout l'hôpital public. Surtout l'hôpital public, voilà, la PHP. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que là, l'Hôtel-Dieu, effectivement, c'est un des symptômes de toute la restructuration de la médecine. On en parlera plus tard, parce qu'il y a eu quand même eu des drames, ça a entraîné des désorganisations. Mais ça, on en parlera plus tard. Donc, eux, ils parlent de restructuration. Plus précisément sur l'Hôtel-Dieu, qu'est-ce qu'ils lui reprochent ? Pardon. À l'Hôtel-Dieu, on lui reproche que c'est pas la vétusté de l'établissement et qu'il n'est pas aux normes de sécurité. Donc il n'est pas aux normes de sécurité, donc depuis 1995 on a un avis, à peu près 1995 on a un avis défavorable de la commission de sécurité. Et la direction, depuis qu'ils ont cet avis défavorable, n'a pas vraiment engagé de travaux pour remettre aux normes de sécurité. Donc à l'époque, ça les dérangeait pas d'exploiter l'Hôtel-Dieu, sauf qu'aujourd'hui, ils le prennent comme prétexte pour fermeture. Donc on trouve ça un peu aberrant. Donc à l'époque on avait déjà posé la question, on nous a dit qu'il fallait bien qu'on soigne la population, etc., et qu'on pouvait pas fermer un hôpital de proximité. Aujourd'hui on prend le prétexte que l'hôpital n'est plus aux normes, et donc voilà, c'est un des prétextes, on va dire, de la fermeture, sachant que des travaux ont été engagés. Donc il y a eu toute une réflexion sur détection incendie qui a été engagée. Ces travaux ont été faits certainement puisque comme ils veulent mettre le siège de la PHP à la place de l'Hôtel-Dieu, oui. Donc on engage des travaux puisque là c'est la direction générale qui doit venir à la place de l'Hôtel-Dieu. Donc là on se permet d'injecter un peu d'argent pour pouvoir faire des travaux pour pouvoir mettre la direction à la place du patient. Sinon sur la vétusté, voilà, l'Hôtel-Dieu est pas plus vétuste que les autres hôpitaux de la PHP. Il y a eu des travaux d'engagés, les urgences ont été refaites il y a 4 ans à neuf, donc elles sont toutes neuves. On a les urgences ophtalmologiques et les consultations ophtalmologiques qui ont été refaites à neuf. Les salles de réanimation qui ont été refaites à neuf, d'autres services qui ont été refaites à neuf. Des services de laboratoire aussi, ce qu'on appelle l'UPSO, c'est là où on prépare les poches de chimiothérapie. Voilà, tout ça a été refait à neuf. Enfin voilà, donc là ce qui est un peu aberrant, voilà, c'est que d'un côté on nous dit que l'hôpital est vétuste, d'un autre côté on a refait des services à neuf, et aujourd'hui on veut fermer l'hôpital
pour des raisons de vétusté, de budget, etc. Donc, Parce que alors, c'est ça quand même, c'est infernal. C'est-à-dire que l'hôpital a été réaménagé, donc avec nos sous. Et maintenant, avec nos sous, on va le fermer. Et j'imagine que si on en fait un siège social, alors là, il pourrait être réaménagé, il va être réaménagé. Ça va faire encore des travaux en plus. Voilà, donc ils ont déjà commencé. Il y a quelques bureaux du siège social qui sont arrivés. Donc là, il y a eu des travaux d'engagés. Donc ils ont refait les salles, à neuf. Là, ils trouvent de l'argent. Par contre, pour refaire les salles à neuf, quoi. Et c'est toujours. Je crois que oui. Oui, en sachant quand même que le siège, il y a eu des travaux qui ont été entrepris, comme le parc des ascenseurs aussi, qui a coûté quand même une certaine somme. Qui voudrait quand même réhabiliter quand même, c'est quand même des chambres de malades. Donc si on refait quand même des salles d'hospitalisation en bureau, ça va encore faire des frais supplémentaires. Ça c'est forcément. Ça va engager quand même. Un petit peu des dépenses, oui, des dépenses importantes, qui est toujours notre argent, des contribuables. C'est toujours. C'est toujours un petit peu opaque les montants, parce qu'on ne veut jamais nous dire, mais forcément ça va être un coût important, ça on le sait. Sauf nous, on le demande à chaque fois quand même le coût des travaux. Donc c'est toujours un petit peu difficile au niveau des instances de les obtenir. C'est toujours opaque, c'est toujours la langue sur des muettes. Sachant que ce qu'on a dit à la direction la dernière fois, c'est dans un tract. À l'époque, quand la HEGP a été construite, soi-disant l'hôpital le plus moderne, le meilleur. Ils ont dépensé des milliards pour cet hôpital donc ils ont fermé d'autres hôpitaux parce qu'ils voulaient centraliser sur la HEGP. Ils ont dépensé des fortunes colossales pour un hôpital où, si on se rappelle, quand il y a des inondations, il a les pieds dans l'eau. Il y a eu quand même deux cas de légionellose à la HEGP avec des décès, etc. C'est l'hôpital Georges Pompidou. Hôpital Georges Pompidou, pardon. Excusez-nous, on a des termes un Hôpital petit peu, européen Georges Pompidou, pardon, oui, c'est vrai que tout le monde ne connaît pas. Désolé pour les auditeurs. Et voilà, il y a eu plein de problèmes, ils ont été obligés de refaire des travaux, etc. parce que les véhicules ne pouvaient pas accéder aux urgences. Enfin, il y a eu... Voilà, ça a mis la PHP dans un gouffre financier, puisque c'est un gouffre financier. Et aujourd'hui, encore pour parler des budgets, on veut transférer... ils ont créé des groupes hospitaliers, puisque à la fin, la résolution finale de la PHP, ce qu'ils disent pas, c'est qu'ils veulent qu'il y ait que 4 entités sur Paris. Donc un hôpital nord, sud, est, ouest. Voilà, basta. Et 4 à l'extérieur de Paris. En gros, ça sera à peu près ça. Et la finalité, dans les budgets, donc, ils ont créé des groupes hospitaliers. Donc, nous, on est le groupe hospitalier Broca, Cochin, Hôtel-Dieu. Depuis qu'on est dans le groupe, Broca et Hôtel-Dieu, c'est ce qu'on a dit à la direction la dernière fois, on était à l'équilibre financier, donc ça veut dire qu'on n'avait pas plus d'argent, mais on n'était pas en déficit. Depuis que Cochin nous a repris, et Cochin a entrepris des gros travaux comme la nouvelle maternité Port-Royal, etc., etc., depuis que Cochin nous a pris, il nous a emmenés dans son gouffre financier, en fait. Ça veut dire que les hôpitaux, le Broca et Hôtel-Dieu ne sont plus à l'équilibre financier. Ils nous ont engouffrés. Sachant qu'aussi, ils prennent l'argent de ces hôpitaux pour faire leurs travaux à Cochin, en fait. Donc nous, les budgets Broca Hôtel-Dieu, on a des budgets très, très réduits, et en plus, comme disait le collègue, l'opacité des... Voilà, en CHSCT, on demande les budgets, qu'est-ce qui est fait et tout ça, on n'a aucun chiffre. Voilà, on nous donne aucun chiffre. C'est-à-dire qu'il y a des chiffres qui sont donnés par l'institution, mais des chiffres qui ne nous parlent pas, nous, en tant que militants, voilà, tout à fait, qui sont bidonnés. Et quand on demande, par exemple, concernant la mise aux normes de l'Hôtel-Dieu, ils nous disent que ça coûtera cher. Mais on n'a pas, justement, la réelle transparence disant que oui, ça coûtera cher. Quand on demande les documents des transferts de l'Hôtel-Dieu via Cochin, via Val-de-Grâce aussi, ce qu'il a pneumo qui va à Val-de-Grâce, c'est-à-dire qu'il faut sans cesse envoyer, réclamer
des documents qui fait qu'on nous avons envoyé un courrier justement à la direction, à la ministre de la Santé et à la Cour des comptes pour qu'on ait une véritable transparence de chaque transfert qui ont été faits de l'Hôtel Dieu à Cochin et puis de Val-de-Grâce, et y compris la mise aux normes entre guillemets de l'Hôtel Dieu pour transférer le siège et d'autres secteurs qui ne sont pas de la PHP chez nous à l'Hôtel Dieu. Voilà. Donc on espère avoir ces documents. Parce que là, si je vois le mail que vous m'avez mis, c'est qu'effectivement, vous avez une totale... vous demandez, dans les preuves télé, l'ensemble des couliers et justement, par service. Voilà. Par service, le coût de la rénovation. Et là, vous parlez quand même d'un budget de 70 000 euros. Le budget de 70 000 euros, justement, c'est un budget qui a été alloué par la direction de l'Hôtel Dieu, le groupe aussi. Oui. La direction de l'Hôtel Dieu, justement, que c'est passé au CHSCT concernant la rocade de la crèche de l'Hôtel Dieu pour les travaux faits à la biberonnerie de l'Hôtel Dieu chez nous. C'est-à-dire que le directeur il nous a dit qu'il a eu un budget de 70 000 La biberonnerie. Euros. La biberonnerie, oui, la crèche. Biberonnerie. C'est mignon. Oui, voilà, la crèche pour les bébés. C'est-à-dire que pendant ces travaux, ils ont transféré le personnel, nos enfants, de la crèche de l'Hôtel Dieu à Cochin, dans le but de les transférer de nouveau sur le site. Mais il y a eu un budget qui a été alloué de 70 000 euros, mais ce budget, on n'a pas eu de transparence à savoir si ça venait du siège. Voilà, ça a été donné à la direction du groupe, mais on ne sait pas d'où ça vient. En sachant qu'il n'y avait pas quand même le budget au départ. Donc ils l'ont sorti de leur chapeau, comme d'habitude. Je crois que c'est des magiciens aussi, nous, à la paix. On sort toujours de l'argent C'est comme les ça. escrocs, oui, puisque dans le CHSCT, c'est les comités d'hygiène, de sécurité au travail, je précise, où le directeur a une obligation de transparence à l'égard des élus. C'est-à-dire quand on demande d'où viennent les 70 000, il avait une obligation de nous fournir des documents, chose qu'on n'a pas eu. Toujours. Donc on voit que c'est l'opacité là. L'opacité totale, toujours. Juste pour reprendre une remarque d'une auditrice là, je me demande dans quelle mesure, par exemple, quand on voit tout cet argent, aussi bien dans le privé que dans le public, et soi-disant il y a la crise, etc. Pourquoi est-ce que, par exemple, les CHSCT ne pourraient pas assigner les patrons qui nous ont foutus dans la grève devant les tribunaux? Je ne sais pas si c'est faisable, hein. Mais je me demande dans quelle mesure, alors que c'est nous, les salariés, qui sommes obligés de nous présenter devant les tribunaux, etc. Et je me demande dans quelle mesure on n'aurait pas intérêt à demander à ces gens qui nous pompent notre argent et en plus, qui ne donnent pas les chiffres exacts, ou quand on les a, on voit bien qu'ils sont complètement, les dés sont pipés. Donc est-ce que dans quelle mesure on ne pourrait pas demander à ce que, nous, salariés, nous demandons au patron de restituer un petit peu tout cet argent qui souvent vient de l'État, c'est-à-dire de nous. Donc, c'était juste une parenthèse, mais il y arrive un moment où on se dit on peut pas continuer comme ça, quoi. On pourrait peut-être faire un Nuremberg des capitalistes qui devraient nous rendre exactement les justifications de toutes ces manipulations financières qui se font au détriment de la population, quoi. On le fera. Enfin, il faut faire une petite révolution avant. D'accord. Il y a un petit... Alors, en attendant, on va essayer de sauver l'Hôtel Dieu. Hein. Je sais pas. Oui, nous aussi. Parce que là, quand vous parliez des travaux de sécurité, il semblerait, vous, chez CHSCT, que ça traîne depuis longtemps. Il y a quand même un paradoxe. Ça fait depuis combien de temps que il y a une déclaration de défaillance au point de vue de la sécurité des issues de secours? Depuis Il y a à peu près 95, si je dis pas de bêtises. 1995, qui fait quand à même... peu près, ouais. 17 Si je ans. dis pas de bêtises. Ça fait 17 ans. Alors, la commission de sécurité, en fait, avait demandé à l'époque, de ce que je sais, c'est que ils avaient demandé à ce qu'il y ait des issues de secours à chaque bout d'aile, en fait. Oui. Donc il y a une aile qui a eu droit à avoir son issue de secours, mais les autres ailes de l'hôpital n'ont pas eu le droit. Et la PHP invoque faute de moyens, ça coûte trop cher, etc. Voilà. Surtout que c'est quand même un monument qui est quand même classé. Oui. Il n'est pas classé au monument historique, mais je veux dire, on ne peut pas faire des travaux, on ne peut pas aménager quand même des issues de secours, soi-disant, hein, je pense. Mais je pense que si le siège vient un jour, ils vont quand même trouver peut-être une petite solution qui ne sont pas les mêmes normes, hein, parce que entre l'hospitalier et les bureaux, ce n'est pas les mêmes normes de sécurité. Mais bon, c'est toujours un prétexte, hein, comme
tout est bon pour pouvoir le fermer, cet hôpital. Donc, on cherche un petit peu, petite bête. Quand on parle, pour préciser aux auditeurs, oui, quand on parle de fermeture, donc on enlève l'offre de soins en fait. C'est-à-dire que l'hôpital, il n'y aura plus d'urgence, il n'y aura plus de salle d'hospitalisation, il n'y aura plus rien. Et à la place, le siège nous prend un projet d'hôpital universitaire avec le musée de la PHP, un dortoir pour les étudiants, voilà, et un grand, c'est même pas un grand dispensaire, mais voilà, et avec beaucoup de privés à l'intérieur en fait après. Voilà. Donc là, on pourrait dire, on fait des travaux, des jolis travaux, on va repayer encore et ça va profiter au privé. Voilà. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, ce qu'on a appris la dernière fois en comité technique local d'établissement, en CTE, c'est que dans les aberrations, en fait, c'est qu'à l'époque, on avait un centre dentaire Garancière qui appartenait à l'Hôtel Dieu. Ils l'ont fait partir de l'Hôtel Dieu et maintenant, ils veulent remettre un centre dentaire dans leur futur projet d'hôpital universitaire. Ils veulent remettre un centre dentaire. Ils ont fait partir le service de consultation gynécologique. Ils veulent remettre dans le futur projet des consultations de gynécologie. Alors on ne sait pas vraiment, puisque ça reste opaque aussi, mais ça tend plus à être des consultations privées, puisque ça sera des médecins hors APHP, parce que là aussi c'est ambigu en fait, ils ne nous expliquent pas très très bien. Est-ce qu'ils le savent ? Moi je me pose la question. La direction ? Oui. Est-ce qu'ils savent où c'est qu'ils vont ? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils veulent ? Bien sûr qu'ils le savent. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent alors ? Non, je pense que la direction... ils savent réellement ce qu'ils veulent, mais à travers le projet de la restructuration de la PHP, plus précisément de l'Hôtel Dieu, ils parlent d'un hôpital cité universitaire, mais nous, militants CGT, on pense que c'est simplement leur... Parce que, comme d'autres établissements, comme précisément Necker, a été, je pense, si je ne me trompe pas, vendu, et pour nous, à la CGT, on pense que c'est simplement leur dans le but de faire croire qu'ils ont un véritable projet médical pour l'Hôtel Dieu. Un siège social, je vois pas tellement quoi c'est médical. Oui, parce qu'il y a le siège de la PHP qui doit, entre guillemets, intégrer l'Hôtel Dieu. Et ils ont, entre guillemets, un projet... soi-disant un projet. Consultation secteur 1. Consultation secteur 1. Alors c'est quoi les consultations secteur 1 c'est le médecin généraliste. C'est le médecin généraliste. Voilà, en fait, ils feront concurrence, ils vont en médecin généraliste, en médecin de ville. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont un projet médical, soi-disant, mais dans ce projet médical, ils ne savent pas les effectifs. Donc, on se pose la question, justement, à savoir si réellement, mais prenons, on dit non, il y aura un projet médical, parce qu'ils ne savent pas les effectifs, et encore moins l'activité. Mais je me dirais, mais est-ce que ce projet d'ailleurs, il est viable ? Parce que là, on pourrait parler du quartier, de l'activité de l'Hôtel Dieu, mais est-ce qu'il est viable justement ? Parce que d'abord, on va parler de l'activité de l'Hôtel Dieu. Quelle est son activité essentielle ? Médicale. Médicale. Mais je veux dire après. Il y a quand même des pourquoi garder l'Hôtel Dieu ? Qu'est-ce qui... L'Hôtel Dieu, on a des poules d'excellence. On a un très bon service d'ophtalmologie, un des meilleurs de Paris, qui travaille en collaboration avec les 15-20. On est des seuls avec les 15-20 à avoir des urgences ophtalmologiques, 24 heures sur 24. On a les UMJ, les urgences médico-judiciaires. On est les seuls à Paris à avoir des urgences médico-judiciaires, qui a une grosse activité. Puisqu'on reçoit, alors c'est ce qu'on parlait avec les collègues l'autre jour, on reçoit tout ce qui est les collègues de la RATP, quand ils se font agresser, ils viennent aux urgences médico-judiciaires, enfin tout ce qui est agression dans les autres entreprises, SNCF, RATP, etc. Ils viennent tous aux urgences médico-judiciaires, les violences conjugales, les viols, etc., etc. Tout ça vient ici. Les bouletteux aussi, il faut quand même parler qu'il y a. Il y a les bouletteux. Qu'est-ce que c'est les bouletteux ? Les bouletteux, c'est les gens comment on les appelle, les mules. Ceux qui transportent la drogue. Transportent la drogue dans leur voilà, estomac. ça c'est fait à l'Hôtel Dieu aussi. C'est fait à l'Hôtel Dieu parce qu'il y a quand même toute une structure qui est adaptée pour pouvoir. Parce que pour l'instant, on a un plateau médico-technique derrière qui permet de pouvoir opérer les bouletteux en urgence avant que, comme on dit, qu'il y ait une boulette de drogue qui éclate et qu'il fasse une overdose. Voilà. Mais aujourd'hui, ça, ils veulent, dans le futur hôpital, tout ça va être enlevé. Il n'y aura plus de plateau médico-technique derrière. Donc,
Wow. Il y a quand même, je veux dire, ce qui est pour l'Hôtel-Dieu, c'est que d'abord, c'est des locaux qui sont accessibles. On n'est pas loin du RER Châtelet-Léal, qui est quand même un point de concentration. C'est un lieu qui est peut-être moyennement habité, mais en tout cas qui est animé. Oui, il est très animé. Donc il s'y passe des choses. Ouais. Il y a les franciliens aussi. Il y a quand même tout un carrefour de franciliens qui vient quand même dans le quartier, qui y travaillent. Il y a quand même la préfecture, vous avez le BHV, vous avez quand même le quartier Saint-Michel avec Joseph Gilbert. Il y a quand même, il y a le quartier touristique, bien sûr. Population. Mais c'est quand même une population qui transite aussi par les sous-sols, parce qu'il y a quand même, vous avez dit, Châtelet-Léal. Il y a Châtelet, mais Notre-Dame. il n'y a pas qu'une ligne de métro, il y a aussi Saint-Michel, il y a aussi l'hôtel de ville. Il y a les Donc, bus. l'accessibilité pour les malvoyants, comme il y a l'ophtalmologie, c'est très important parce que ils arrivent au cœur, donc c'est une petite structure, donc c'est quand même adapté. Il y a quand même. Et puis quand on voit la pénurie hospitalière d'une façon générale sur tout le territoire national, ça fait quand même mal de voir un hôpital supplémentaire fermé, quoi. C'est quand même gravissime. En plus qu'on a quand même, il faut rappeler quand même en 95, malheureusement, les attentats qu'il y a eu. On a été quand même les premiers sur place, l'Hôtel-Dieu, où la plupart des malades une bonne partie a transité. Donc après a été régulé sur d'autres hôpitaux quand même, donc il faut l'importance quand même au centre de Paris, surtout à l'heure actuelle avec, je crois qu'on est au plan rouge, plus que rouge, je crois, avec les histoires qui se passent au Mali, donc on va pas faire un peu plus d'autopolitique, on va rester sur le biais de l'hôpital, mais ça prouve quand même qu'il y a quand même une grande importance sur le secteur. Voilà. Patron me dira, allez, je vous augmente aussi, mais aujourd'hui je vous licencie. Merci aux pros de la langue de bois, merci au rat d'un millionnaire. Donnez des pièces jaunes à Carla pour qu'elle nous sorte de la galère. Merci aux banques sans foi ni loi, le pouvoir d'achat ne me connaît pas. La seule bourse assez bien pour moi, c'est celle que je touche à la fin du mois. Alors pour toute l'hypocrisie, un grand merci à Sarkozy. Grâce à vous tous on se dit, bon Dieu dans quel monde on vit. Du FMI au RMI, de l'ISF à SDF, des ministères à la misère, de la CGT au MEDEF, du caniveau à la tête de l'État, des retraites chapeau au de RSA, la France d'en haut à celle d'en bas. il n'y a qu'un pas. Voilà, on danse sur le monde en morceaux, et la valse recommence, toujours sur le même tempo. Alors on danse sur le monde en morceaux, après tout quelle importance, pour nous c'est pas nouveau. La vie est pleine de surprises, surtout pour ceux qui connaissent la crise. Je lève mon verre à votre santé, avant qu'on se fasse tous sauter. Moi dans la vie je m'en fais pas, je bouffe des pâtes à tous les repas. Embrasser pour moi la famille, pendant que mes frères crient à la famine. Merci Monsanto pour tous tes beaux OGM. Merci à Quick et McDo pour nous vendre la bouffe qu'on aime. La course à la consommation produit des cons sans sommation. Et vous qui trouvez tout horrible, moi je dis qu'ensemble tout est possible. C'est pas grave, on vous pardonne quand dure le monde à sa perte. Bien sûr vous avez la donne, nous on fera avec les restes. Reprends une part de conneries pour le dessert. Je sais que t'en as marre mais y'a que ça qui reste pas cher. Je vous jette pas la pierre, vous qui bossez comme des fous pour nous sortir de la galère. Après tout j'ai voté pour vous. La croisière s'amuse pendant qu'on patoche dans la boue. Excusez-moi j'abuse, je suis dans la merde jusqu'au cou. Du FMI au RMI, De l'ISF à SDF, des ministères à la de misère, la CGT au MEDEF, du caniveau à la tête de l'État, des retraites chapeau au de RSA, la France d'en haut à celle d'en bas. il n'y a qu'un pas. Voilà, on danse sur le monde en morceaux, et la valse recommence, toujours sur le même tempo. Alors on danse sur le monde en morceaux, après tout quelle importance, pour nous c'est pas nouveau. Moi, la crise,
elle me touchera pas. Et oui, je vis au crochet de l'État. Je m'en fous, je peux planter ma société. On fera tourner la planche à billets. Sans parachute, c'est le crash assuré. À moins d'être un bon pote à clavier. Le fait du roi est devenu loi. Et ça se passe juste en bas de chez moi. Merci aux ministres de l'ouverture qui ont fait de la France une caricature. Merci à tous de nous prouver que vous êtes tous dans le même panier. J'aurais voulu être socialiste si j'écoutais mes rêves d'enfant. Et tous ces beaux noms sur les listes sont dans le cimetière des éléphants. En bosse dur été comme hiver, y a pas de saison pour la galère. Pour les vacances on reste chez nous, au prix de l'essence faut être fou. Et expliquez-moi, vous à la tête de l'État, je comprends pas, j'ai pas fait Sciences Po ou l'ENA. Merci aux puissants pour les 1%, j'en demandais pas tant, moi RSA m'attend. De toute manière qu'est-ce qu'on y peut, on est pauvre avant d'être vieux. Prends les choses du bon côté, on est vivant, qu'est-ce que tu veux de mieux? Du FMI au RMI, de l'ISF à SDF, des ministères à la misère, de la CGT au MEDEF, du caniveau à la tête de l'État, retraite, chapeau, RSA, de la France d'en haut à celle d'en bas. il n'y a qu'un pas. Alors on danse sur le monde en morceaux et la valse commence toujours sur le même tempo. Alors on danse sur le monde en morceaux. Après tout, quelle importance, pour nous c'est pas nouveau. Le pouvoir d'achat est en pépère. Il faut relancer L'investissement. Paradis fiscaux et bancaires. Déconnecter de la réalité. Surtout ne pas Céder à la sinistro. C'était La Crise par le groupe L'Homme Parle. Vous êtes toujours à l'écoute des chroniques syndicales de Radio Libertaire 89.4 et pour nous joindre au téléphone pendant les pauses musicales 01 43 71 89 40. Alors, moi, je me pose la question. On va fermer l'Hôtel-Dieu. Donc, il y a quand même une activité. Combien d'urgences par... Vous pouvez me donner quelques statistiques, là, déjà, sur l'Hôtel-Dieu, pour dire quand même que l'Hôtel-Dieu ne tourne pas à vide. Alors, 4 000 pour les urgences, autant pour les UMJ à peu près, c'est ça? Alors par jour, ça fait 300. 300 avec par les jour. UMJ compris, Oui, 300 passages par jour, UMJ compris. D'accord. à peu près. Oui, ça fait 40 000 à peu près. Sur les- Donc comme quoi il y a du passage et si on ferme ces urgences justement, tout va être redispatché sur les autres urgences des autres hôpitaux qui sont déjà saturés. Les urgences des autres hôpitaux sont déjà saturées. D'accord. Ce qui veut dire qu'on va rengorger d'autres hôpitaux, enfin d'autres urgences déjà pleines à craquer. Voilà, donc plus d'attente, un risque augmenté d'agressivité au niveau envers le personnel. Oui. En sachant que quand même, les urgences de l'Hôtel-Dieu, c'est celle où on attend le moins. C'est qu'on passe. C'est un à peu tuyau près qui 4 circule heures. beaucoup sur Paris. 4 heures. Si on est dirigé sur la rue Boisère, Saint-Antoine, c'est voire 8 heures à 10 heures d'attente sur des brancards, forcément. Donc, nous, on a toujours un petit peu du mal quand même à accepter la fermeture de ces urgences. Pour quelle raison? Quand ça fonctionne bien, pourquoi fermer? Puisque les autres sont engorgés. Et ils sont engorgés, comme disait Aurélie. Et c'est vrai qu'après, on a eu, je crois, quelques faits divers, justement, sur les engorgements des urgences, De Port-Royal, par exemple, par exemple. qui prouvent quand même que là, pendant qu'ils restructurent, ça se désorganise royalement. Voilà, ça se désorganise. Alors sur Port-Royal, ce qui s'est passé, ce qui n'a pas été dit, c'est que, enfin plus ou moins dit, c'est qu'il y avait 19 lits fermés quand est arrivé le malheur à Port-Royal. Est-ce qu'on peut parler de malheur pour la famille? Il y a eu 19 lits fermés justement à cause des restructurations, des transferts des services de l'Hôtel-Dieu vers Cochin. Alors les 19 lits étaient fermés parce que comme les services de l'Hôtel-Dieu doivent partir à Cochin, ils font des transferts internes à Cochin. Donc en fait les 19 lits étaient réservés pour l'urologie de Cochin. Donc l'urologie devait prendre les 19 lits à la maternité pour pouvoir libérer de l'espace pour accueillir les services de l'Hôtel-Dieu. Voilà une des raisons, on va dire, pour lesquelles il arrive des histoires comme ça, malheureusement.
Alors juste, je voulais vous transmettre les remarques d'un hospitalier qui, lui, travaillait autrefois à l'hôpital Saint-Lazare, qu'il est allé voir pour se rendre compte de ce que c'était devenu. Donc, l'hôpital Saint-Lazare est en train de pourrir sur place. Et pour lui, ce qu'il dit, c'est que l'AP-HP, en fait, ils sont en train de faire toutes ces transformations pour effectuer une grosse plus-value immobilière pour ensuite privatiser. Et alors, ce que demande cet auditeur, c'est que est-ce qu'il serait possible d'évaluer le parc immobilier de la PHP pour avoir un petit peu, je pense que ça doit être assez compliqué, mais d'après lui, en fait, ce qui se trame en fait derrière, c'est la nécessité, c'est les perspectives de privatiser progressivement l'hôpital public, et c'est pourquoi ils font toutes ces transformations. Voilà, c'était pour vous transmettre cet appel et dans lequel il dit tenez bon les gars, il faut continuer. Alors la spéculation immobilière elle y est, ça fait un moment. Pour les auditeurs, en fait, pour évaluer le parc immobilier de la PHP, c'est un peu compliqué parce que à l'époque, dans l'histoire, en fait, c'était l'Église qui avait, et donc en fait, c'est des dons que les gens faisaient à l'Église. Donc pour évaluer le parc immobilier, c'est un peu dur. Et en fait, justement, il y a l'auditrice là qui insiste en disant oui, en plus, il s'attaque à un symbole parce que l'Hôtel-Dieu, autrefois, c'était bien un hôpital réservé aux pauvres. Voilà. C'était pour les pauvres. Donc, comme ça gêne, il faut radicalement effacer ça pour que les pauvres n'ont qu'à crever sur place et c'est terminé. Donc, la symbolique, elle est quand même assez forte, justement, par rapport aux dons, etc., où il y avait une certaine solidarité, une certaine charité, bien évidemment, charité entre guillemets, mais c'est quand même de l'époque quand même pour pouvoir. C'est ce que j'ai lu il y a pas longtemps, c'était pour pouvoir un peu laver leurs péchés, donc ils donnaient des dons pour compenser un petit peu, donc surtout sur l'Hôtel-Dieu, c'était la base quand même au départ, donc je pense que c'était quand même l'aristocratie et puis la bourgeoisie qui donnait quand même le financement. Voilà. Le petit rappel historique, c'est que l'Hôtel-Dieu, il a été fondé en 651. Oui, c'était quoi ? C'était Saint-Landry. Ah, Saint-André. C'était Saint-Landry. Il fallait savoir qu'il était construit sur la rive gauche. Donc il a été détruit par un incendie et qu'après, au 7e et puis jusqu'au 19e siècle, ils ont fait le côté de l'Hôtel-Dieu actuel. Et oui, c'est symbolique parce que c'est le premier hôpital de Paris. France, pour les pauvres. Et le premier hôpital pour les pauvres, etc. Et voilà, oui, c'est... Donc c'est quand même le symbole de la science publique avec... Et puis comme il y a une infirmière parmi nous, on aimerait bien savoir aussi le rôle des infirmières dans ce mouvement-là. Parce que quand même, les femmes, elles sont quand même en pointe, là, en avant, dans le sens de combat. Alors... les infirmières, le personnel soignant, parce qu'il n'y a pas que les infirmières dans les hôpitaux. Nous, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas informés, on n'est pas réellement informés de ce qui se passe, de la restructuration. On nous dit pas clairement ce qu'on va devenir. On nous propose plusieurs choix. Au final, on n'a pas le choix parce qu'il faut quand même quitter l'Hôtel-Dieu. Donc on a plusieurs choix, mais dans les choix qu'on nous propose, on n'a pas tous les éléments qui nous permettent de savoir quelles conditions de travail on va avoir si on suit nos services à Cochin. On a peu de temps pour choisir. Ce qui permet pas de nous organiser, de savoir ce que notre avenir proche et lointain. Donc voilà, on est quand même, on se sent quand même démoralisé par rapport à ça, et c'est pas évident
Ah oui, pouvoir réagir et puis s'organiser. Voilà. Et ça toucherait combien au total, ça fait combien de personnes qui sont concernées, bon, en particulier les infirmières, aides-soignantes, enfin toutes les personnes qui sont auprès des patients. Vous avez une idée à peu près de... Non, vous ne savez, 400, 500 Oui, à peu près. On peut faire cette fourchette-là en paramédical, parce qu'après... C'est-à-dire qu'avant l'annonce de la fermeture de l'Hôtel-Dieu, qui date, annonce qui a été faite par Madame Fougère, mars 2011, nous étions avec le comité des médecins, 1800. Ah oui, quand même, voilà. Oui. 1800, avec Garancière aussi, 1800. Garancière, c'est une annexe de l'Hôtel-Dieu qui était un centre dentaire qui a été transféré depuis la restructuration sur l'hôpital Rothschild. Voilà, nous étions 1800 en tout, avec les médecins. Et de 1800, on a demandé le bilan social depuis 2010, le bilan social où on avait les effectifs, les arrêts de maladie, les accidents de travail, que nous n'avons toujours pas eu. Nous l'avons... mais on pense qu'il y a une volonté délibérée de la direction de faire en sorte que le bilan social ne soit pas donné aux partenaires sociaux, justement, pour qu'on ne sache pas l'effectif réel, constant, justement, toute restructuration amène à des suppressions de postes. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas de transparence, pour que les organisations syndicales puissent voir l'effectif réduit chez nous. Ah, d'accord. Parce que... pense qu'à l'heure actuelle, nous avons eu un bilan social au CTE de la semaine dernière, justement. La CGT, nous avons fait pas une déclaration, une intervention, parce que ces chiffres, comme le disait David tout à l'heure, nous sommes un groupe Cochin, Broca, Hôtel-Dieu. Cochin, Broca, Hôtel-Dieu, ça n'a pas été ciblé par site. Donc, c'était global. D'accord. Donc aucune transparence, à savoir où les effectifs ont été réduits, si c'est Broca ou Cochin. D'accord. Juste pour compléter, par contre, ce qu'on est sûr dans leur bilan social du groupe hospitalier qu'ils nous ont présenté, dans les calculs qui est fait, on est sûr qu'il y a, je crois que c'est approximativement, que je dis pas de bêtises, mais 1000 personnels, 1000 suppressions de postes. 1000 suppressions de postes. Oui, exact. Ah oui. Sur le groupe, hein. Pas que sur, mais sur le groupe. Quand même, ça fait. Mais c'est énorme. Manque de personnel soignant, ça paraît, ça paraît aberrant, quoi. C'est vraiment. Et alors, une petite précision, mais ça c'est une petite boutade, mais ça me fait plaisir. Pour ces suppressions de postes, les anciens directeurs du groupe hospitalier ont touché une prime d'efficacité. Ah bah oui, voilà. C'est ça, un prime au dégraissage. Voilà, donc le directeur a touché le salaire de 18 000 euros. 18 000 euros de prime d'efficacité et son adjoint a touché 15 000 euros de prime d'efficacité. Donc voilà, c'est une année de salaire d'un agent hospitalier. Et cette prime, il a bénéficié justement pendant la restructuration. Ah d'accord. C'est-à-dire une prime d'efficacité en mettant à mal le personnel. Voilà, oui. Et je me demandais, quand dans le privé, il y a une entreprise demande, par exemple, de voir un petit peu le fonctionnement, les comptes, etc., on peut faire intervenir une entreprise, enfin, je pense à des cabinets d'expertise, voilà. Est-ce que dans le public, c'est possible ? Est-ce que, moi je sais pas, bon, je dis une absurdité, mais la Cour des comptes ou des organismes comme ça devraient pouvoir intervenir pour faire le point. Enfin, je sais pas, du fait que l'on ne puisse pas remarquer, on se doute de toute façon, dans quelque entreprise que ce soit, on n'arrive jamais à avoir une transparence, quelle qu'elle soit, on peut même pas avoir accès aux comptes. Mais est-ce que dans le public, il n'y a pas un moment donné où on a cette possibilité de faire intervenir un expert pour, parce que dans n'importe quelle entreprise, un expert comptable pour faire pour les impôts, etc. Par le biais du CHSCT. Par le biais du CHSCT. Ça, donc. On peut demander. Après, s'il y a un vote à l'unanimité avec les autres organisations syndicales. Oui, mais je ne sais pas si ça donnera quelque chose. On a fait des expertises, mais c'est surtout sur les conditions de travail. Sur les risques psychosociaux. Sur les risques psychosociaux. Déjà, qui est relatif dans le milieu hospitalier où c'est difficile de travailler dans ces conditions-là quand vous voulez soigner quelqu'un. Après, ce qui est des comptes, la Cour des comptes, je pense que ça sera toujours encore la langue de bois. On peut demander. Ça a été fait, je pense. Au courrier, justement, ah oui, d'accord. La directrice de l'Hôtel-Dieu, Madame Fougère, et puis aussi à la ministre, puisqu'elle est quand même concernée. Elle est quand même concernée, la ministre, puisqu'on
Elle n'a jamais cherché à nous rencontrer, or qu'on a demandé justement l'union syndicale de la CGT des hôpitaux de Paris, Madame Rousseau-Saxemar, notre secrétaire, a demandé justement une audience. Voilà. Donc nous avons renouvelé suite à ce courrier pour qu'il y ait un véritable dialogue social par rapport aux restructurations, justement, pour qu'on puisse débattre concrètement sous la santé du personnel, la santé du personnel, et puis on lui a envoyé un courrier, y compris à la Cour des comptes, pour qu'il y ait la transparence des coûts. Oui. Mais justement, je pensais, on a vu, il y a eu des années où les infirmières étaient vraiment à la pointe de la plupart des combats. Justement, comme la ministre est une femme, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité d'aller booster, de rentrer directement dans le cabinet, etc. Parce que bon, parfois on a vu, nous, enfin, je sais que parfois en tant que militant, tant pis, on essaye de, je sais pas, hein, c'est quel moyen ou essayer de se fédérer avec d'autres corporations, enfin les autres hôpitaux, est-ce que viennent en soutien ou est-ce que, c'est vrai que la pression est tellement forte dans les hôpitaux que ça paraît difficile d'arriver à établir des liens d'hôpital en hôpital. Mais peut-être si, admettons, tous les hôpitaux de Paris se mettent en grève, je sais pas, hein, est-ce que, comment réagissent les autres collègues Alors, on a fait plusieurs manifestations pour l'Hôtel-Dieu et les autres collègues nous soutiennent parce que, on va dire que le siège et l'Hôtel-Dieu, c'est emblématique de la PHP en fait. C'est le départ, le cœur. Donc ils sont venus, on a fait des actions, on a été devant le siège de la PHP plusieurs fois en manifestation, donc avec les autres collègues. Après, le problème qui se passe pour une grève, ce qui est différent dans une entreprise privée, comme tout à l'heure le collègue de PSA, c'est qu'on a des patients à soigner et donc on peut pas... C'est comme ça qu'ils nous tiennent en fait la direction. C'est qu'on ne peut pas se mettre en grève parce que derrière il y a le patient et il faut assurer la sécurité du patient. Donc on ne peut pas. Dans la santé, c'est entre guillemets, c'est un petit peu plus difficile, c'est plus compliqué, on va dire, de se mettre en grève. Donc voilà. Professionnalisme quand même. Voilà et voilà et les collègues, tous les collègues. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est tout. Oui, de nous culpabiliser. Si on fait grève, vous êtes pas auprès de vos malades. Sachant qu'en plus ils nous tiennent un peu, je dirais pas le mot, mais parce que dans les services tout le monde est à flux tendu. Enfin, je veux dire, ils mettent les effectifs minimum dans les salles. Donc voilà, pour faire sortir les gens, c'est compliqué. Il faut dire quand même qu'il y a quand même le personnel qui se met en grève, mais qui est réquisitionné. Donc ça, ils ne disent pas les chiffres, mais on est quand même une petite... on ne va pas dire une minorité, parce que c'est quand même pas une minorité quand même. Mais faut quand même le souligner qu'on est quand même contraint d'assurer des soins. Donc, mais il y a les gens qui se mettent quand même sur le tableau des grévistes, donc ça compte aussi pour nous dans les chiffres sur l'hôpital. Hein. Juste, avant de terminer, justement, si vous nous dites exactement aussi comment nous, même futurs patients ou patients, si vous avez un site, des contacts, etc. Je voudrais juste ajouter que le 21 mars à 18h30 à la mairie du 4e, il y a une réunion publique avec vidéo. Et débat, oui. Vidéo et débat. Alors donc c'est à la mairie du 4e, le 21 mars, et c'est à quelle heure ? À 18h30. À 18h30, d'accord. Voilà, venez nombreux. Voilà, avec le comité de lutte de sauvegarde. Parce qu'on a créé, on a créé un comité de lutte de sauvegarde de l'Hôtel-Dieu, voilà. Après, ça se met en place tout doucement. Enfin voilà, c'est la réunion publique, ça sera dans des actions qu'on est en train de mettre en place. On a ouvert un site Facebook. On a ouvert une page Facebook, parce que c'est les moyens les plus rapides, on va dire, pour l'instant. Donc c'est la page Facebook, c'est Hôtel-Dieu CGT Paris, Hôtel-Dieu de Paris CGT, pardon. Oui. Donc vous avez des vidéos.
Il y a des vidéos, il y a des articles, rassemblement. des journaux, enfin D'accord. des liens sur des articles, etc. Et quelques condensés de réunions qu'on fait des petits condensés de réunions de services Oui. qu'on met dedans. On est en train de faire un blog. Bon, c'est pas fait encore parce que ça prend un peu de temps. Ça Mais on est en prend train du de faire temps. un blog. Oui. Voilà. Bon, puis de toute façon, nous, on garde le contact de façon à ce qu'on assiste un petit peu à la progression, puis la façon dont vous pouvez vous organiser et dont les auditeurs pourraient apporter leur soutien et leur Il y a participation. une pétition en ligne aussi. Il y a une oui. pétition en ligne. Oui. D'accord. Justement, de par ce site, on transmettra justement à Les tous dates. ceux qui ont la possibilité de pouvoir le visionner, les Oui. futures mobilisations qu'on sera amené à faire parce que la fermeture des établissements de la paix et de l'Hôtel Dieu, plus précisément, puisque nous sommes de l'Hôtel Dieu, ça concerne. Oui, c'est en fait le personnel, mais ça concerne le patient et ça concerne l'ensemble C'est citoyen, des hein. citoyens Ah bah français. oui, Des tout à fait, usagers, hein. oui. D'accord. Là où je voudrais, la Oui. petite précision, Tout le c'est comme quand on a fait Oui. signer des pétitions, c'est que l'hôpital, c'est comme le dit bien le mot, c'est un hôpital public, donc c'est gratuit. Voilà. Les gens se font soigner gratuitement. Oui. On Oui. paye tous pour pouvoir se faire soigner gratuitement. C'est ça que on voudrait C'est rappeler la vraie parce que solidarité. voilà. D'accord. Bon, Voilà. et ben écoutez, je vous remercie beaucoup de votre Merci à participation vous. et puis à bientôt. Et merci À aux bientôt. auditeurs. Merci, au revoir. Merci.